Je vais voguer, marcher, grimper les ponts, me fatiguer, découvrir, improviser, éviter les rassemblements, les traverser en souplesse, rire, jeter un œil dans les églises, me faufiler dans les musées, méditer et lire au grand air. Je me perds dans cette ivresse de labyrinthe. Je repars dans le manège des embarcations, tournant tels les innombrables anneaux de Saturne. Venise tourne toujours sur elle-même, en microcosme, symbolisant l'expansion de l'univers, dont on ne peut connaître l'extérieur, et à l'intérieur, inépuisable. Un, 2, 3 pas de côté, le rythme est pris. Une fenêtre avec vue sur ciel, un spritz couleur Rothko en terrasse, un tableau figurant la vérité de dos de Tiepolo, un coin de verdure calme côté biennale, une impasse donnant sur un canal. Soudain, vous trouvez le point. De là, vous voyez l'étendue, dégagée. Plus de pesanteur. Connexion cosmique. En repartant, vous gardez au corps cette vibrante sensation de vie supérieure, de mouvance aquatique, d'ondulation animale. Vous vous souvenez de ces gestes, de cette étonnante fluidité acquise ici auparavant. Vous avez touché à l'éternité sans vous en rendre compte. Fish are jumping, Venise danse en vous. Sans but, sans programme de séjour, pour le seul ravissement du décollage, du trajet, de l'amarrage, du plaisir d'être entre ciel et mer. Nulle part et bien centré, entre oiseaux et nuages, entre sons lointains et monuments proches, concerts et bruits de foule, hors du temps, au cœur du temps. Il n'y a que Venise et moi. Je suis un derviche à Venise. Vivaldi joue en fond. Merci à Jean-Luc Larcher. Il vient de nous lire des passages d'un essai qui est paru en 2022 aux éditions Safran, Quintette pour Venise. On va en parler tout à l'heure. Et 2 ans plus tard, en 2024, il a publié aux éditions Zérac un roman qui recompose les thèmes sensibles et esthétiques du quintet. Ce roman est intitulé « La mer à Venise ». Alors, 2 textes différents par leur forme, un essai, un roman, une unité profonde entre ces 2 textes, un éloge d'un certain art de vivre, de créer, un rapport au monde sensuel, le sentiment que l'existence à Venise est une fête, surtout si celle-ci est partagée amoureusement avec un autre personnage dont on va parler. Peux-tu nous dire en 2 mots comment tu es passé de la forme de l'essai, forcément fragmentaire, à la forme qui a une continuité narrative qui est celle du roman? Alors d'abord, je voulais préciser qu'on était le 25 avril, que c'est la San Marco et qu'à Venise, Saint-Marc est évidemment le patron de la ville. C'est mon éditeur Zérac de la mer à Venise qui m'a précisé ça il y a quelques jours. D'autre part, je voulais remercier Monique et je voulais remercier Stéphania de m'avoir invité. Et ici, nous sommes au Forum de Talence. Et au Forum de Talence, ici, il y a un écrivain qui était très amoureux de Venise, qui est disparu en 2023, en mai 2023, qui s'appelle Philippe Solers, et donc qui a écrit un dictionnaire amoureux de Venise, qui a écrit un roman, La fête à Venise, et un autre roman, Le cœur absolu, qui se passe également à Venise.
Voilà, donc comment commencer à parler de Venise, par où commencer, c'est assez difficile. On va commencer donc, comme tu me l'indiques, à parler de ces compositions que j'ai tenté de faire à force d'aller à Venise plusieurs fois. Moi j'adore y aller, j'adore y aller encore en voiture, c'est-à-dire prendre le temps d'arriver à Venise, ne pas arriver comme ça en avion subitement et repartir subitement, mais prendre le temps du voyage, prendre le temps attendre Venise et insuffler avant de revenir à Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux. Ça, c'est la première chose. Et au bout d'un moment, à force d'être allé là-bas, il y a quelque chose qui a fait que j'ai voulu préciser des sensations, préciser des réflexions, préciser des choses qui me fascinaient quant à la peinture, quant à la musique, quant à la géographie spécifique de Venise. Voilà. Cette ville labyrinthique dont on ne fait jamais vraiment le tour. Et voilà. Salut Jean. Donc voilà. Et donc cette envie de faire texte est aussi venue ces deux envies de faire texte sont venues aussi de suggestions que m'avait fait l'éditeur Serge Safran. Il m'avait dit, t'as pas des textes sur Venise? Alors oui, j'avais des choses qui étaient plus ou moins en état de friche, que j'ai mis quelques mois à mettre en forme. Donc j'ai fait ce texte, ce quintet qui était donc en 5 parties, sur la sprezzatura, la souplesse italienne, sur le plafond de Tiepolo en Allemagne, sur une visite à Venise qui ne se passe que dans la brume, et sur aussi le peintre Turner, l'anglais qui a fait, à mon avis, les plus belles aquarelles de Venise. Donc voilà, j'ai d'abord fait un livre un peu patchwork, mais qui était, je pense, assez cohérent sur les 5 textes. C'était un texte qui se voulait aussi européen, c'est-à-dire aller en Allemagne, voir un pavillon Tiepolo, voir que les Anglais, comme un Anglais comme Turner, venaient aussi faire les aquarelles de Venise. Voilà. Donc je crois aussi que Venise a cette dimension européenne, voire mondiale, mais pas que pour des raisons touristiques. Universaliste, ouais. Pour des raisons pas que touristiques, pour des raisons effectivement de cette navigation très spécifique. Parce qu'il faut le rappeler pour des gens qui n'ont pas été à Venise, il n'y a donc ni skateboard, ni trottinette, ni scooter, ni voiture, ni bus. Les bus, c'est les bateaux. Et voilà. Et donc tout ne se passe qu'à pied ou en bateau. Donc au bout d'un moment, ça tangue un peu, même sur la terre ferme, ça tangue un petit peu. Voilà. Donc le premier chapitre est intitulé Navigation vénitienne, et c'est de ce chapitre que sont extraits les textes que tu as lus. Voilà, donc la navigation vénitienne, quand on y a goûté, c'est-à-dire quand on arrive si on arrive de la gare Santa Lucia ou du parking des voitures, on descend le Grand Canal, donc il y a cette espèce de S inversé qui fait qu'on rentre dans une espèce de magie, c'est-à-dire une artère comme ça fluviale où les palais vous entourent, et si vous avez la chance de rentrer dans ces palais, effectivement il y a une décoration extraordinaire, des tableaux, voilà. Donc ça c'était pour le début. Et ensuite, donc voilà, suite à ce texte, j'ai eu une autre demande d'un autre éditeur, Zérac, André Capaille, pour ne pas le nommer, qui m'a dit qu'il y avait quelque chose qui le turlupinait, c'est-à-dire que la mer n'avait pas été représentée dans les tableaux vénitiens au XVIe et au XVIIe, non, au XVe et au XVIe siècle. Voilà. Alors pourquoi ce mystère? C'est ce que j'ai essayé de construire, tout en servant de la forme romanesque, en mettant 2 personnages qui ont fait comme une enquête sur cette disparition de la mer. Et donc il a fallu aller voir les tableaux, repérer dans les catalogues et essayer de s'amuser en ayant cette chance de travailler une seconde fois sur Venise, en fait. Oui, pour résumer d'une manière abrupte ton roman, on pourrait dire en 2 phrases, en 3, une femme apparaît, elle révèle que la mer a disparu, et une enquête commence, une quête d'amour et une quête de peinture.
Oui, c'est pas Hitchcock, c'est pas une femme disparaît, c'est une femme apparaît, et à partir de ça, ça donne effectivement le fil de cette quête. Voilà, c'est-à-dire un dialogue un peu vivant. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un essai, mais la forme romanesque me paraissait quasi obligatoire pour donner quelque chose de vivant. Donc pas uniquement de la recension de catalogue ou de l'analyse, mais quelque chose de vivant. Comme je connaissais un peu Venise, j'ai imaginé comment cette rencontre pouvait faire quelque chose de l'ordre, un peu l'envers de la mort à Venise, mais de la gaieté à Venise, de la joie, du bonheur de vivre une semaine à Venise avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à connaître. Oui, à un moment donné, dans le roman, il y a cette association de mots sérieusement et gaiement. Et ce sont les deux pôles que tu conjugues sans arrêt avec beaucoup de légèreté et de liberté, à savoir celui de l'érudition, celui de l'exploration dans l'histoire de la peinture, et aussi gaiement à travers la liberté amoureuse qui les unit et à travers le jeu, J-E-U, qui leur permet ainsi, d'une manière aléatoire, d'explorer leur relation érotique et amoureuse, mais aussi d'explorer cette énigme de la peinture, qui est une façon aussi de nouer leur amour sur des affinités électives, puisque la musique et la littérature seront partie prenante dans cette espèce de duo que le roman déploie à travers ces 7 journées, une semaine de printemps, mais très vite, on le redira, le lecteur perd le fil du temps, oui. Et tout comme les personnages oublient le monde autour d'eux, le lecteur aussi a l'impression que le temps est suspendu. C'est ce qui se passe à Venise, de toute façon, quand on se laisse un peu porter par cette navigation, par tous les chefs-d'œuvre qu'on va trouver dans les musées, dans les églises et dans les catalogues qu'on va pouvoir consulter, on a un peu la tête qui tourne. Je relèverai quand même le mot érotique, parce que je pense qu'à Venise, il est extrêmement important. Évidemment, il y a une figure emblématique, c'est celle de Casanova. Après, il y a aussi Baffo et Laretin, qui sont des poètes dits érotiques, voire pornographiques. Donc, entre ces deux textes-là, entre le quintet et La mer à Venise, eh bien, je me suis amusé à écrire un texte de cette rencontre-là. C'est-à-dire, j'ai un peu plaqué ce texte-là ensuite dans La mer à Venise, mais c'était un texte qui se voulait une espèce de visite quintessante de Venise, avec une scène très érotique que je n'ai pas pu mettre dans ce recueil, mais qui était un peu centrale. C'est-à-dire, il y avait quelque chose, la rencontre entre un homme et une femme, et avec cette chance que les peaux, que la tactilité fonctionne. Et ça m'a paru bien correspondre à ce que Venise aussi représente, même si elle représente aussi malheureusement, donc le tourisme, la surpopulation qu'il y a, et donc voilà, je sais plus où j'en suis là. Mais peut-être je vais dire, pour faire écho à ce que tu viens de dire sur le pot à pot, et à la fête sensuelle, juste un passage qui est tiré du chapitre intitulé « Le point secret ». Sans plus compter ni jour ni nuit, la plus sereine des villes fut nôtre. Nous y fîmes notre fête sensible, portée, reliée par l'atmosphère magique, suspendue au-dessus du temps et des gens alentours. Au bout de quelques jours, nous ne voyions plus personne, rivés physiquement l'un à l'autre, en chat siamois ou en danseurs déliés, se frôlant en rythme, parlant judicieusement, sans s'interrompre, de peinture, de livres et de mer. Alors là, un certain nombre des sujets primordiaux sont évoqués dans ce court passage. Oui, l'amour. Oui, l'amour, la peinture, la littérature, et puis l'élément aquatique, la navigation, dans lequel tout baigne, c'est le cas de le dire. Peut-être, alors, on va essayer, tout en surveillant un petit peu les horloges, même si le temps est suspendu à Venise, on essaiera de le compter un peu. On va essayer d'évoquer donc cet éloge de l'amour, parce que si c'est un livre amoureux, c'est un livre amoureux de l'amour, amoureux de Venise, donc on évoquera la célébration de la ville, et on évoquera aussi cette énigme picturale, et j'aimerais bien aussi que tu puisses parler de la manière dont le livre est écrit, c'est-à-dire de la poétique du livre. Alors pour cet éloge de l'amour, à travers la rencontre de Clara, tu peux juste dire un mot des deux
protagonistes. Oui, qui est Hugo, qui est Clara? Clara est une historienne d'art, donc c'est un peu facile de prendre un personnage comme ça parce qu'elle va connaître la peinture plus que Hugo, qui est écrivain et qui finalement un petit peu la suit. C'est-à-dire, il la rencontre, mais il la suit parce qu'elle a un appartement à Venise, lui il vient un peu en touriste. Et donc, voilà comment ça se passe. Mais après, l'amour à Venise, c'est quelque chose qui commence en fait avec presque son étymologie, c'est-à-dire Veni et Siam revient encore. C'est-à-dire que quand on a découvert cette ville, on ne peut pas... Déjà, on est fantasmatiquement, par rapport à Venise, attiré, puisque tous les amoureux se retrouvent à Venise un peu pour valider leur relation. Ça, c'est connu. Hein, voilà. Ils font de la gondole, ils vont manger, ils vont boire du spritz, ils vont manger des pâtes à l'encre, évidemment. Ils vont visiter Saint-Marco, comme on fait tous. Et voilà. Donc, il y a Vénitiam revient encore. C'est-à-dire qu'il y a une attraction de Venise qui est déjà de l'ordre de l'amour. C'est une ville de l'amour, et c'est une ville aussi de la Vierge qui est, qu'on verra peut-être tout à l'heure, l'Assomption de Titien qui est au Frari, mais c'est aussi la ville de Vénus, parce que Titien il a fait à la fois la Vierge, à la fois Vénus, et donc ça veut dire que même les figures religieuses sont très incarnées. C'est-à-dire la Vierge, la peinture vénitienne, elle finit un peu elle est un peu la quintessence de la peinture à l'huile. Voilà. Donc ça c'est Giorgione. Hein. C'est la Vénus endormie de Giorgione, où on voit effectivement ce corps qui semble quand même rêver le paysage. Hein. C'est-à-dire qu'il est endormi, et c'est pas pour rien qu'il l'a fait. Et évidemment, sa main est un peu accrochée à son sexe. Alors aujourd'hui, il faut faire attention quand on montre ça, mais pourtant c'est la réalité de la peinture et la réalité de l'aspect charnel de Venise, qu'on voit aussi dans cette Assomption de la Vierge, où la Vierge semble un peu étonnée de décoller comme ça. Alors évidemment, c'est tous les mystères religieux, tous ces miracles qu'il faut prendre un peu à la légère. On peut les prendre au sérieux si on est religieux, si on l'est moins, si on est un peu plus laïque, on les prend comme allégorie, et c'est l'art un peu, la religion en tout cas de Clara et Hugo, c'est l'art, c'est l'amour, c'est l'art, et puis c'est Venise. Oui, donc il y a finalement 4 figures féminines. Clara, avec laquelle il va dans le labyrinthe, aussi bien sur terre que sur mer, explorer Venise en quête de cette énigme picturale. Donc Clara, il y a Vénus pour le paganisme, et pour la force érotique du printemps et de la création. Ça se passe au mois d'avril, le roman, oui, voilà. C'est le printemps. Aussi. Donc il y a une circularité dans Venise, mais aussi dans ton texte. On essaiera de le montrer si on a le temps. Alors la troisième figure féminine, c'est donc la Vierge. Voilà. Et puis la quatrième, qui domine tout, c'est Venise elle-même, voilà, qui est féminine, ville féminine. C'est une ville... que l'eau pénètre, tu dis, parce que la mer est masculine, il mare. Il mare. Alors, Apollinaire appelait Venise sexe femelle de l'Europe. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Je ne sais pas. Mais Apollinaire l'a dit. Et donc voilà, à Venise, moi qui ai été quand même assez lecteur de Solers, comme je disais tout à l'heure, Solers a beaucoup parlé de ça, de cette société secrète où les gens vivent un amour libre, tout à fait consenti, bien évidemment. Et ça, c'est ça qui est un peu fascinant. On sait aussi qu'à Venise, il y avait une grande licence, notamment au XVIIIe siècle. On appelait ça un peu le bordel de l'Europe. Hein. Donc les femmes s'offraient, tout ça, avec beaucoup de joie. Et puis il y a le carnaval, qui est aussi très licencieux. Enfin, il était. Maintenant, il est un peu plus narcissique au niveau des costumes, et c'est beaucoup du paraître. C'était déjà un peu le cas d'ailleurs, je pense, à partir du XVIIIe. Voilà, donc... à Venise, il y a à la fois cette magnificence, il y a à la fois cette concrétude, c'est-à-dire qu'on construit aussi une ville qui sera appelée dans le temps à rester éternelle, si j'ose dire. Alors c'est pas Rome éternelle, mais c'est une ville qui, au niveau des arts, au niveau de sa concentration des arts et de sa fluidité de navigation, est effectivement, il faut en faire l'expérience, et après il faut essayer de mettre ça avec des mots, voilà, et on est un peu emporté par ce souvenir de Venise,
Venise, ces images qu'on voit, ce qu'on a retenu, pour essayer de donner fluidité à son texte. Voilà. Alors oui, pour revenir à cet éloge de l'amour et à cette relation avec Clara, elle est fondée sur tout ce que tu viens finalement de décrire à propos de la perception de Venise. Elle est fondée sur une sorte de philosophie de la vie, sur une certaine conception de l'existence libre, joueuse, où la légèreté et l'élégance priment sur toute chose, où il s'agit de penser en effet que l'essence humaine c'est un jeu, c'est une liberté, et les deux semblent partager une valeur. Alors en italien, la sprezzatura, qu'on traduit par la désinvolture, et c'est aussi une valeur à laquelle tu accordes beaucoup d'importance et dans le quintet et dans La mer à Venise, et ce qui permet de montrer comment les deux textes entrent en résonance. Je propose que tu la définisses, cette désinvolture. Je fais juste une parenthèse pour dire que tu as créé une revue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, alors je me tais. Oui. Alors justement, c'est comme définir Venise, on peut pas. La sprezzatura, c'est une forme, effectivement. La désinvolture, c'est le mot qui s'en rapproche le plus. C'est aussi dans les arts le fait que, et donc c'était un peu ce que faisait Tiepolo et ces peintres qui n'ont pas représenté la mer. Qui sont donc Titien, Tintoret ou Véronèse, de l'âge d'or de Venise. C'est aussi à un moment donné, dans le travail pictural, il y a un relâchement, il y a une espèce de grâce qui se produit, et qui s'est peut-être produit à Venise plus qu'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait vérifier, j'ai pas fait tout le tour. Mais en tout cas, il m'a semblé qu'à Venise, il y avait une dose de sprezzatura qui était particulièrement repérable. Voilà. Et je crois que cette fluidité de navigation n'y est pas pour rien. Voilà. Et puis après, cette obsession de vouloir faire les plafonds les plus perchés de l'Italie sur une aussi petite surface, parce que c'est très petit Venise en fait. Elle ressemble à un poisson, mais c'est un petit poisson en fait. Alors on en fait à la fois le tour comme ça, mais étant donné que c'est très labyrinthique, on n'en fait jamais le tour. Donc la Sprezzatura, c'est aussi une revue que j'ai créée avec des amis il y a une quinzaine d'années, et c'était un peu sur cette... on était tous un peu des amoureux de Venise, on est tous allés à Venise régulièrement, certains se prenaient pour Casanova, mais enfin ça on le laisse faire, moi c'était pas mon cas. Et donc voilà, Venise aussi c'est la liberté de rire, on sait que les Italiens sont des gens qui sont très accords, assez rieurs et souples comme ça, et il me semble qu'à Venise, mais je connais mieux Venise que les autres villes évidemment, même si j'étais une fois à Rome ou à Florence, mais voilà, donc il m'a semblé que là il y avait cette sprezzatura, cette souplesse, moi j'appelle ça la souplesse italienne. Voilà, alors, quelque chose. Souplesse italienne, c'est le titre d'un des chapitres du quintet. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà. Donc après, on a besoin de la souplesse en fait. Hein. C'est un peu comme les taoïstes ou les poissons, ils font comme ça. Donc la souplesse, ça ne peut faire que du bien dans la conversation. On n'achoppe pas, on essaie de faire tourner. On n'est pas là pour avoir raison, on est là simplement pour discuter entre nous, un peu comme les salons au XVIIIe siècle, tenus par des femmes, essentiellement d'ailleurs en France. Oui, moi aussi je vais faire une digression. Digresse. Dans le roman, il y a quelque chose de ces dialogues qu'on trouve dans les romans du XVIIIe siècle, à la Denis Diderot, où à la fois il y a du libertinage, de l'érotisme, mais aussi... de la réflexion, de la philosophie, mais tout ça avec légèreté. Beaucoup de sérieux. Oui, beaucoup de sérieux. Alors j'avais envie quand même de lire des définitions de la sprezzatura que tu donnes dans le quintet, et toi si tu veux lire un passage de La mer à Venise. Alors dans le quintet, pour souplesse italienne, voici: un chant de légèreté vous accompagne, vous êtes placé hors du temps. En apesanteur, pas vraiment, en électron libre plutôt. Vous n'avez jamais été aussi frais, disposé à, en détachement presque complet de vos biens les plus chers, en constante disposition à y renoncer, indifférent à l'égard de la mort, un profond respect pour ce qui est plus haut que vous. Par noblesse d'âme, vous êtes d'humeur joyeuse, vous souriez à la vie en gracieux oubli de soi. Un peu plus loin, et là il y aura l'analyse étymologique
dont juvénile, inséparable du sourire avenant et de la bienveillance envers chacun, chacune. Sprezzatura est italienne. L'étymologie veut dire sans pression, sans tension. Le S est privatif. La pression, sprezzatura, est décollée par le S. L'art de la sprezzatura est élégance et allure, le pas gagné dans le rire, dans le sourire simple, attitude liée à l'audace, au risque, à l'ironie aussi, rythme du temps en liberté parfaite, destin mesuré large, ascèse joyeuse cachée. Et enfin, la désinvolture fait voler le désir, le fait tourner sur lui-même, le fait accéder au souffle, ou le retrouve comme Proust désire retrouver le temps, son temps à lui. Sprezzatura n'est qu'amour, envolé d'amour. Et dans la mer... Je ne sais pas s'ils en rajoutent après ça, quand même. Parce que c'est différent. Alors j'en rajoute, je me lève. C'est différent. Là, c'est sous la forme d'un dialogue entre Clara et Hugo. Après, je précise quand même que Venise, c'est pas non plus que cette explosion. Hein. Des fois, on est triste à Venise. Des fois, Venise, c'est un peu lourd aussi à porter quand on y va tout seul. Ou des fois, voilà. C'est pas non plus que cette espèce de feu d'artifice. Mais néanmoins, oui, la sprezzatura n'est pas synonyme d'évidence, mais de légèreté. Elle est le premier critère des arts et le plus difficile à atteindre. Elle n'advient que lorsqu'on ne s'attend pas. Comme une spontanéité que l'on n'aurait pas pu imaginer. Sprezzatura signifie l'art qui consiste à cacher l'art. Elle m'a toujours personnellement paru être la caractéristique principale des Vénitiens, cette indéfinissable sprezzatura. Ils construisent harmonieusement et majestueusement leur ville sur l'eau, naviguent comme ils parlent, dessinent comme ils dansent, chantent tout naturellement l'atmosphère enchanterette qui les traverse. Le rire, la légèreté, la joie sont des attitudes très vénitiennes. Dans une ville pareille, comment ne pas suivre les balancements de la gondole, filer au gré des flots et parcourir cet enchantement avec la sensation immédiate d'habiter au centre du monde. Oui, voilà donc deux approches de cette légèreté et de cette espèce de fête et de chasse au bonheur, en quoi consiste pour Hugo et pour Clara la découverte partagée de Venise, mais aussi le savoir, l'érudition. C'est le moment peut-être d'en venir justement au deuxième aspect dans le roman, c'est-à-dire l'énigme picturale. C'est Clara qui va lancer un peu comme un défi à Hugo cette énigme. C'est le deuxième jour après leur rencontre sur la place Santa Margherita et elle va indiquer, elle va lancer ce défi. Clara m'annonce à brûle-pourpoint qu'un professeur érudit lui a confié une énigme. Alors voici l'énigme. Étrangement, la mer n'est pas représentée par les peintres vénitiens durant plus de 2 siècles, après le XVe siècle et avant le XVIIIe. Alors je réponds que j'ai vaguement constaté ce manque en feuilletant les catalogues Venise sans la mer. Et donc, c'est le début de cette quête avec une méthode d'abord étonnante, c'est-à-dire... N'en ai pas une, peut-être. Oui, alors tu vas nous dire laquelle d'abord? Je ne sais pas. Eh ben, si. C'est une méthode... Non, c'est une méthode... Alors, oui, ils sont dans la chambre de Clara. Alors, il s'agissait quand même de toute façon de reprendre un peu les peintres vénitiens primitifs. Parce que, voilà, et de voir qu'eux, ils avaient représenté la mer, ils avaient représenté les canaux, voilà, Veneziano et les autres, ils avaient... l'élément était comme ça. Et à un moment donné, après ce tableau-là... C'est le dernier où l'on voit la mer. Voilà, c'est le dernier où on voit autant la mer. Tu peux nous dire la date? Voilà, moi, je la connais. 1516, je crois. Oui, c'est à Carpaccio, 1516. 1516. Le lion de Saint-Marc. Après Jésus-Christ, je précise. Et donc, ce lion ailé, il a 2 pattes dans l'eau et 2 pattes sur la terre ferme. Et ça va correspondre aussi à l'exploration des Vénitiens qui ont été hégémoniques sur la mer pendant presque 5 siècles. Ensuite, suite à cette hégémonie, où le pont du Rialto était un peu le centre du monde, le New York de l'époque, hein, voilà, et ils vont aller vers la terre ferme. Et donc, ce tableau est un peu emblématique des pieds posés du lion, donc le lion de Saint-Marc, hein, l'emblème de Venise, avec cet évangile de Marc qui est là sur la patte droite.
si le tableau n'est pas à l'envers. Mais il n'est pas à l'envers. Et donc voilà, donc à partir de là, je pars de là sur le fait que cette allégorie de Venise clôt la représentation de la mer. Donc de là, toute une quête plus ou moins ludique, encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire trop universitaire et d'aller chercher de choses, mais il s'agit de se rendre compte de ça, et ce qui est d'autant plus étonnant sur ces 2 années-là, c'est que suite à ça, au XVIIIe siècle, les peintres ne vont plus faire que représenter la mer. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe, Canaletto, Guardi, Bellotto, les autres vont représenter la mer. Donc cette parenthèse de 2 siècles, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va essayer de faire... De toute façon, ça ne sera que des hypothèses. Hein. Si jamais vous lisez le livre, il n'y aura pas vraiment de solution. C'est des hypothèses qui sont posées. On ne les donnera pas, mais 4 hypothèses. 4 hypothèses. On les donnera peut-être. Ouais. Oui, on va voir. Si on a le temps. Oui, moi, je parlais d'une méthode qui m'a étonnée parce qu'au moment où elle lance comme un défi cette énigme à résoudre, ils sont dans la chambre rue des Miracles, à Venise, et elle se retourne. Ça, c'est facile, ça. Oui, ça fait rien, on peut le dire. Hein, bon. Et donc, elle se retourne et elle attrape des livres dans la bibliothèque, puisque l'enquête va commencer avec les livres. Et nous piochons dans les rayons de la bibliothèque de façon aléatoire. Un peu plus loin aussi, elle prend un autre livre comme au hasard. Et il y a comme ça une espèce de gratère un petit peu magique dans ce recours au hasard pour trouver les choses. Tout le monde s'est aperçu que quand il fouille dans sa bibliothèque un peu au hasard, qu'il tire un livre, ben souvent il tombe sur un passage qui lui va. Je pense que tout le monde a un peu vu ça. Et voilà. Et là, c'est un peu ce jeu aussi. Hein. C'est un jeu de tirage de cartes, mais c'est une façon aussi de sortir du fait de rester pendant des mois dans la bibliothèque, dans une bibliothèque municipale ou nationale, dans une bibliothèque, et puis d'analyser tous les textes. C'était aussi un peu à l'intuition. Comme ce thème était un peu étrange de révélation, eh ben, il fallait faire un espèce de contrepoint un peu léger. Moi, ça m'a paru être ça. Alors, voilà, comme je dis, après, des spécialistes beaucoup plus érudits que moi, et beaucoup plus chercheurs, et beaucoup plus sérieux, pourraient peut-être résoudre ça. Il y a quelques hypothèses qu'on essaiera de dire tout à l'heure, oui. Oui, peut-être l'autre méthode, outre les livres, ils sortent bien sûr, et là ils vont parcourir le labyrinthe des rues, et ils vont entrer dans les musées, ils vont entrer dans les églises, et se confronter directement avec les œuvres d'art pour essayer de comprendre cette étrange, paradoxale disparition de la mer, pour des sujets à thème biblique, mythologique, enfin religieux, et c'est le ciel qui va se substituer à la mer. Complètement. Peut-être on va regarder alors un certain nombre d'images pour parcourir. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand par exemple on visite le palais des Doges, alors évidemment il y a des sujets religieux, donc les sujets religieux ils sont toujours en train de décoller la plupart du temps, et la mer est pas présente. Et voilà. Et au Palais des Doges, il y a notamment 2 batailles navales. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces batailles navales, elles sont saturées de bateaux. C'est-à-dire que la mer n'apparaît pas. Comme si les peintres, même de marine, puisque c'est une bataille navale, je veux dire, celle-là, par exemple, voilà, la mer est totalement recouverte, on la voit à peine. Voilà. Et en haut, évidemment, il y a les saints, tout ça, parce qu'il y a cette élévation. Je ne sais pas comment dire ça, moi. Ce rapport, peut-être aussi de la superstition maritime, qui fait que tous les marins du monde ont à peu près pris la Vierge avant de faire navigation pour protéger leur voyage. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, c'est le tableau de Véronèse, l'allégorie de la bataille de Lépante. C'est celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là. Oui, je l'ai vérifié, parce que je n'ai pas lu sur le site de moi. Voilà, c'est un tableau de 1571. Donc voilà, donc la mer est recouverte de bateaux et le ciel occupe plus de place que la mer dans ce tableau-là. Alors attention, je dis ça aussi, c'est que la mer, c'est pas féminin en italien, c'est il mare. Donc ça peut pas être le recouvrement de la mer, comme diraient certains psychanalystes, mais c'est il mare, et donc peut-être même cette étymologie masculine pourrait prouver que
cette étymologie masculine serait peut-être un peu aussi, mais là je vais peut-être un peu loin, dangereuse, imprévisible, voilà, quelque chose comme ça. Mais on peut regarder ça si tu veux, le typo après. Oui, oui, lire une des hypothèses qu'ils échangent à un moment donné, je crois que c'est Hugo qui parle. Il me semble que la Venise picturale de ce temps préfère décoller vers le ciel, parce que ça apparaît très nettement là, plutôt que de se préoccuper de la présence de l'eau. La mer reste le personnage secondaire, très secondaire, des motifs des peintres renaissants. Et entre 1500 et 1700, la mer n'est même pas figurée ou aperçue, comme si elle était gênante ou indésirable. Elle devient complètement absente de la représentation. L'esprit des peintres l'oublie, l'occulte. Les artistes, certainement plus occupés au gré des commandes qui sont importantes à laisser leur foi, leur énergie, leur feu intérieur s'élever plus haut dans les coupoles ou les plafonds des églises, dans une sorte de vertige extatique de l'art. Ceci à l'opposé des remous de la mer et de sa profondeur insondable. Donc l'idée que l'élément, ce n'est pas l'eau, mais le feu intérieur des peintres. Le feu, oui, ça j'en parle aussi, je fais un chapitre là-dessus. Le feu intérieur, oui, le feu intérieur. Alors, est-ce qu'après la mer peut être représentée dans une coupole? Ça aussi, c'est une hypothèse qui est très rare. La mer est rarement représentée en hauteur. Voilà. Donc, est-ce que cette mer, elle a été simplement dédaignée, c'était même pas de l'ordre de la frayeur, de la peur, je ne sais pas. Elle était dédaignée, voilà. Mais enfin, c'est étrange parce que ça dure quand même. Ça dure pendant 2 siècles, hein. Donc il y a quelque chose qui se passe sur lequel je continue à réfléchir, bien sûr. Et je vous invite aussi à me donner des idées si vous en avez. On peut aller voir le retour de la mer en peinture, là, par exemple. Retour de la mer en peinture avec le XVIIIe siècle. On a Canal et Tours, mais alors là, évidemment, la mer est en premier plan, elle est quasiment asymétrique avec le ciel. Oui, là il y a des bateaux, donc là ça circule, les gens flottent, les gens vont d'un point à l'autre, et puis il y a toujours ce palais des Doges central, il y a toujours cette tour, il y a toujours cette magnificence qui dure depuis les siècles. Oui, l'autre peintre de Védoute, tu peux rappeler ce que c'est les Védoutés? Les Védoutés, c'est une peinture particulièrement réaliste et particulièrement précise. C'est-à-dire que là, on sort effectivement du sujet imaginaire de la représentation des saints, ou de la Vierge ou du Christ. Là, on sort de là, hein. On est dans la représentation du bâtiment, de l'eau, du ciel, donc des choses très concrètes. Voilà, parce que les touristes à cette époque-là commencent après le Grand Tour qui a lieu depuis à peu près la moitié du XVIe siècle. Le Grand Tour fait que. Oui, tu nous rappelles ce qu'on appelle le Grand Tour. Le Grand Tour, c'est les aristocrates anglais, allemands d'abord, puis français, qui viennent. Pas sans canailler, mais qui viennent séjourner pendant plusieurs mois et souvent plusieurs années en Italie. Et après, moi, ce que je préfère, c'est celui qui va venir au début du 19e, c'est Turner, qui va être le grand peintre du Grand Tour. Hein. Il va venir pour 3 séjours et il va faire les aquarelles, comme j'ai dit au début, les plus impressionnantes, les plus libres, les plus lâchées, les plus originales. Voilà. Alors, étant donné qu'il avait vécu dans la brume londonienne, il avait peut-être déjà des facilités pour représenter ces rapports d'eau et de ciel. Voilà. Donc le Grand Tour, oui, c'est ces gens qui viennent en fait apprendre les arts, rencontrer des Italiens, des fois séduire des Italiennes ou vice-versa. Et voilà, donc oui, l'Italie reste le centre des arts depuis longtemps, et Venise plus particulièrement. Oui, et dans le roman, Clara, à la fin de cette semaine, dit à Hugo, nous avons fait un sacré grand tour, toi et moi. Alors c'est un grand tour sur la terre ferme et sur l'eau, un sacré grand tour dans l'histoire de la peinture, et un sacré grand tour aussi dans cette espèce de duo. On a joué un sacré grand tour aux gens qui pensent que Venise va sombrer, que Venise c'est là où on va mourir,
que le cimetière San-Michele, c'est comme ça qu'on finit. Non, c'est un grand tour. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller à Venise et puis, hors du tourisme, hors du commerce de masse, se retrouver tranquillement à vivre une nouvelle histoire, en fait, tout simplement. Une nouvelle histoire. C'est-à-dire que Venise permet une nouvelle histoire et peut-être, moi, chaque fois que j'y suis allé, enfin, la douzaine de fois que j'y suis allé, eh ben, on repart un petit peu regonflé, plein de projets dans la tête, voilà. Mais il ne faut pas partir trop vite en avion, il faut repartir en train ou en voiture doucement, tranquillement. On n'est pas pressé de rentrer, quoi. Oui, alors pour revenir un tout petit peu en arrière à cette disparition de la mer en peinture, tu pourrais nous dire un mot de ce tableau de Tiepolo, Neptune offrant des présents à Venise. Oui. La mer n'est pas représentée, mais allégoriquement, oui, à travers Neptune. Ah, mais quand même. Alors c'est un tableau de 1740, donc 1740, tu peux peut-être nous évoquer cette allégorie. 1740, alors oui, alors Tiepolo c'est mon peintre préféré. Dans le quintet pour Venise, j'ai parlé du plafond de Würzburg sur 600 mètres carrés qui représente Apollon et les 4 continents, parce qu'il n'y avait que 4 continents de découvert à l'époque, et non pas 5. Voilà, donc Tiepolo, et ce tableau est au Palais des Doges aussi. Au Palais des Doges, il y a beaucoup de tableaux, hein, bien sûr, il y a le Paradis, Tintoret, il y a la mer, il y a Neptune offrant ses présents à Venise. Et là, on voit Venise, un chenu musculeux qui présente sa corde d'abondance. Voilà. Et Venise repose comme ça, la tête sur le lion de Saint-Marc, vraisemblablement, et désigne d'un geste la poitrine de Neptune. Voilà. Et moi j'interprète ça comme ça, c'est-à-dire que elle a l'air de lui dire, bon, écoute, c'est bien joli ce que tu me ramènes, mais tu aurais pu faire un peu mieux quand même, Neptune. Voilà, donc ça c'est mon interprétation un peu rigolote, mais ce geste est quand même étonnant. Évidemment, Venise, elle a le visage des femmes de Tiepolo, avec le visage plein, des bijoux dans les cheveux, une parure d'hermine, voilà, et donc là c'est symbolique parce qu'on voit le trident de Neptune derrière, mais c'est un tableau vraiment central, hein, comme l'Assomption de Titien, le Neptune de Tiepolo ou la crucifixion qu'on verra peut-être de Tintoret. C'est vraiment des tableaux inévitables qui sont vus par plein de gens, à mon avis, beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire le tourisme, et si vous allez en tourisme comme ça, vous allez voir rien du tout. Vous allez voir les pigeons un peu, vous allez voir du spritz, mais quand on rentre un peu sérieusement, eh ben, il faut revenir. Veni et Siam, il faut revenir à Venise sans arrêt. Oui. Il y a peut-être d'autres villes comme ça aussi, hein. Mais celle-là, elle est particulièrement... elle le porte dans son nom, donc voilà. Oui, la souveraineté de Venise, sur la mer, sur Neptune, voilà, on voit bien ce geste, dans ce tableau, oui. Ce geste à la fois de domination et de soumission. De soumission, de toute façon. Voilà, oui, c'est ça, bien sûr. Soumission. Voilà. Oui, on n'a pas tout à fait fait le tour, mais on est en train de le faire. Tu écris « Le dieu marin vide sa corde d'abondance remplie de pièces d'argent, de corail et de bijoux, sous le geste souverain et quelque peu réprobateur de Venise, en reine vénusienne ». Donc Venise, Vénus, tout se trouve ici confondu. Oui, il y a un chapitre dans La mer Venise où c'est Vénus et Venise. Il y a un jeu de mots comme ça qu'on peut faire sur le côté vénusien de Venise. Sur le côté où ces femmes étaient justement représentées, assez souveraines. On peut penser à la devineresse de Piazzetta aussi, qui est plutôt une femme du peuple, mais avec une grande prestance, une grande désinvolture d'attitude. Voilà, donc à Venise, il y a cette légèreté permanente, enfin cette légèreté incarnée qu'il faut peut-être aller chercher quand on en manque soi-même de légèreté, ce qui m'arrive parfois. Alors, ce que partagent aussi les deux amants, c'est l'amour pour les aquarelles de Turner. Tu as dit à l'instant à quel point ce peintre, ainsi que Tiepolo, à une autre époque, était essentiel pour toi. Et dans le quintet pour Venise, il y a un chapitre, en effet, où tu racontes un de ces séjours à Venise, où Venise était plongée totalement dans la brume, oui. Et où le paysage que tu avais sous les yeux évoquait irrésistiblement les aquarelles de Turner. Donc je propose qu'on en voit 3. Allez. Et que tu nous dises quelque chose là-dessus.
Ben oui, c'est à la fois très graphique, très... Comment dire ça je sais pas comment dire ça. C'est pas celui-là que j'avais vu, mais oui. Voilà, mais c'est très impressionniste hein, de toute façon. Hein, on sait que Turner c'est un des précurseurs de l'impressionnisme. Voilà, ça. Alors, à un moment donné, je parle effectivement que Turner met de l'or à Venise en fait, mais le plaque d'or Venise. Donc là, c'est évident. Là, je pense qu'on est au niveau de la Dogana. Je vais jouer mon tyran. Alors, oui, je peux vous lire ça. Oui. Qui me paraît très bien. Oui. Renvoyer, faire écho avec cette aquarelle jaune. Tout ça là, jusqu'au bout. Oh oui. Bon, d'accord, je me lève. Ah, on respire. Pour Turner, Venise est un feu à entretenir. Un feu sur l'eau. Le feu des dieux élémentaires. William a incendié la ville et fait vaciller sa structure en la plaquant entièrement d'or. Pas pour en faire une mine à bijoux, juste pour en révéler l'essence sans en extraire les richesses. Simple reflet d'eau dans l'eau, d'or dans l'or. Venise d'or dans l'or. L'œil aveuglé persiste à annuler sa beauté initiale juste pour la rendre plus belle et affirmer son état séculaire. La transmuter en métal et étincellement permanent. L'irruption aurifère reflète le soleil frappeur porté par cette vision de Venise en mirage et étendue désertique, en rêve des 1001 nuits, ou en Jérusalem céleste, transfusion d'eau en soleil, d'air en or, descente du Grand Canal vers la Casa Corner et la Salute, clarté parfaite en avenue sereine et perspective infinie. Claude Monet viendra ici pour entretenir ce feu liquide. Voilà, 50 secondes. Nous vous demandons 50 secondes de silence, s'il vous plaît. Et on dit que c'est le premier travelling de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est lui qui a inventé le travelling. Mais sans le savoir, parce qu'il a mis sa caméra sur un vaporetto. Et il déclenche, et ça file, et il y a 50 secondes. C'est pas la peine de monter un rail, c'est continue comme ça, c'est très bien. Oui, et donc il me semble que c'est comme un écho à cet éloge de la navigation vénitienne, de la fluidité, de la légèreté et de l'ivresse heureuse que le livre suscite pour le lecteur en permanence, et on a presque parlé de rien. Pour les gens qui sont aquaphobes, il ne faut pas aller à Venise, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est quelque chose de... Et pour ceux qui ont peur d'entrer dans les églises et d'avoir un store, il ne faut pas y aller non plus. Oui, mais pour ceux qui veulent rencontrer Clara sur la Piazza Santa Margherita... De toute façon, moi j'en ai rencontré une Clara. D'autres Clara comme ça. Non, pas d'autres, une seule. Donc l'espérance est vénitienne. Et on est resté ensemble, hein, très longtemps. Il faut qu'on s'arrête malheureusement. Il faut qu'on s'arrête. Ah non, moi je ne veux pas m'arrêter, tant pis. J'étais trop bien avec vous. Il y a un petit quart d'heure où vous puissiez lui parler.